Bonjour et bienvenue. Je vous invite aujourd'hui à partager avec moi le décodage biologique de la fibromyalgie, une maladie qui a été longtemps considérée comme une maladie imaginaire, étant donné qu'aucun examen médical ne permet un diagnostic. On trouve d'ailleurs des articles médicaux d'il y a une vingtaine d'années, pas plus, qui mentionnent des patients qui ont mal partout, tout simplement, sans les prendre vraiment au sérieux. C'est c'est assez frappant parce que c'est une maladie qui touche surtout les femmes et c'était considéré en quelque sorte une maladie dans la tête, une maladie inventée par les personnes qui en souffraient. C'est intéressant, dans la même littérature, surtout dans la plus récente, on mentionne un choc émotionnel comme une cause possible ou comme une cause déclenchante en tout cas. Une maladie qui était considérée comme étant imaginaire, mais ceci n'implique aucunement que, en réalité, les symptômes sont dans la tête. La maladie n'a rien d'imaginaire, notamment dans ce cas. Le corps peut tout à fait répondre à un choc émotionnel avec une modification physiologique. C'est une réponse à ce choc. Et cette modification physiologique, nous l'appelons la maladie. Comment un choc émotionnel peut s'encoder physiquement avec des symptômes bien précis, des symptômes bien réels? Quels sont ces symptômes dans la fibromyalgie? Ce sont principalement des douleurs musculaires étendues ou localisées à certains muscles, une grande fatigue, un sommeil qui n'est pas du tout réparateur et le plus souvent des migraines. Il y a d'autres symptômes aussi, mais là, ce sont les principaux. Le but de ce podcast, c'est de décoder cette maladie, c'est-à-dire faire un lien entre le choc vécu et les symptômes physiques. Des symptômes bien réels, je le répète encore une fois. La question centrale est toujours que fait la maladie? Cette maladie empêche de bouger, puisqu'elle touche les muscles, et en même temps, chez ces patients, chez ces personnes malades, un véritable repos est impossible, à cause des douleurs notamment, mais aussi du sommeil qui n'est pas réparateur, des migraines. Finalement, les symptômes empêchent un vrai repos. Que nous dit une atteinte musculaire? Pour notre inconscient, les muscles répondent à un ressenti de dévalorisation dans l'impuissance. Il est vital d'arrêter le mouvement, car il est intimement ressenti comme voué à l'échec. C'est inutile de faire ce mouvement, ça ne servira à rien, autant pas le faire, autant ne pas se mettre en danger en faisant un mouvement qui ne va pas aboutir. C'est là l'encodage dans l'inconscient, quand les muscles sont touchés, de cette façon. La question qu'on peut se poser est quel mouvement dans la vie de la personne n'a pas pu être fait ou quel mouvement a été fait mais a eu des conséquences catastrophiques. Finalement, quel événement, quel ressenti a activé puis encodé un choc dans la tonalité de l'impuissance. Une piste supplémentaire est donnée par les muscles atteints, si les symptômes sont localisés, bien sûr. Est-ce que les muscles en particulier qui sont atteints auraient dû être plus performants pour sauver quelqu'un, pour se défendre face à une agression, pour attaquer dans une situation où ceci comporte un grand risque? Est-ce que ces muscles auraient été impliqués dans la fuite face à une situation dangereuse? Ou dans le déplacement pour se rendre, par exemple, au chevet de quelqu'un avant que ça ne soit trop tard? Quel est le rôle du muscle atteint ou des muscles atteints? Là, ça donne une piste souvent très parlante. Si tous les muscles sont atteints, ça peut répondre
au ressenti qui dit, quel que soit le mouvement, ça amène du mauvais. Tout mouvement est inutile ou dangereux. Surtout dangereux en fait, parce qu'inutile, ça... Oui, c'est intéressant parce que je me disais, un est moins vrai que l'autre, mais finalement pas, puisque chacun a son ressenti, et même euh, l'inutilité d'un mouvement peut être tout à fait choquante dans le ressenti de la personne. Ce qui est frappant dans cette maladie, c'est que le repos, comme je mentionnais avant, semble être la seule solution possible, et pourtant, ce même repos est clairement empêché par les symptômes de la maladie. Il y a besoin de repos, c'est ce que tous les symptômes disent clairement, mettent en matière, et en même temps ils empêchent ce repos. Plus précisément, c'est comme si le système corps et esprit de la personne malade était en hypervigilance. Le repos est impossible. C'est très intéressant parce que j'ai creusé le sujet en lisant pas mal d'articles scientifiques et puis, selon plusieurs auteurs, avant la maladie, les personnes touchées, avant la fibromyalgie, les personnes touchées sont typiquement, je cite, très dynamiques, avec des journées très remplies, avec l'impossibilité de s'arrêter et le besoin d'aller jusqu'à l'épuisement, en dépassant leurs limites. Alors, ceci ne concerne pas forcément tous les malades de fibromyalgie, mais pour ces personnes, l'immobilité est vécue comme un danger mortel. L'inaction sans répit, l'inaction est impossible, et c'est finalement une action sans répit qui est ressentie comme vitale. Donc on a des personnes qui vivent simultanément le besoin d'arrêter un mouvement et le besoin de ne surtout pas rester inactif. Et comment réagit en toute logique un être humain qui fonctionne dans l'action lorsqu'un mouvement vital n'a pas été possible ou un mouvement, un geste a amené du mauvais? L'intention de bouger, elle est toujours là, mais le muscle la désamorce pour solutionner en quelque sorte ce qui a été vécu de façon choquante. Si je résume tout ça avec une phrase, je vous propose la phrase: il est vital d'être dans l'action, et en même temps je ne vais pas y arriver, ou ça amène du mauvais. Le mouvement doit donc être bloqué au niveau du muscle. Et le corps prend parfaitement, entre guillemets, en charge ce que le cerveau conscient n'a pas pu solutionner. Le corps trouve une solution qui est dramatique, qui est catastrophique, mais qui en est une, à ce que l'inconscient n'a pas pu solutionner. Comment ce serait de clarifier pour quelles raisons être dans l'action est si important pour la personne, inconsciemment bien sûr. Ça peut déjà être une pièce du puzzle qui permet d'aller vers la guérison. Et comment ça serait de mettre en lumière non seulement l'événement choquant qui a déclenché la maladie, qui a été encodé par le corps sous forme de symptômes, non seulement de mettre en lumière l'événement, mais surtout comment la personne l'a vécu. Souvent, ce qui est choquant n'est pas l'événement en soi, mais c'est comment il est vécu, comment il est ressenti. C'est là que, c'est là que, qui se joue c'est là que se joue le pivot du fonctionnement euh, physiologique qu'est la maladie. Et finalement, comment remettre en mouvement ce qui s'est cristallisé dans ces symptômes. Et finalement, ça passe, dans mon expérience, par l'écoute de la personne, par un espace sécurisé, et surtout par la volonté de la personne d'aller dedans. On ne peut pas l'imposer à quelqu'un, ça doit venir de la personne qui est malade, la volonté d'aller là-dedans. Et ce n'est pas une obligation, évidemment, mais c'est une possibilité. Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de vous retrouver bientôt avec d'autres sujets de décodage des maladies.